c'est l'actualité de la semaine. Ça fait 1 an que le truc tourne dans l'espace, les ballons d'essai. Voilà, c'est comme ça maintenant. La politique fonctionne comme ça. Je ne peux que m'en plaindre. Eh bien, quand une réforme est en cours et que le gouvernement sent que ça va un peu flotter, il envoie des ballons d'essai. Les ballons d'essai, c'est tel ou tel député bien en cours auprès de l'Élysée qui fait une déclaration sur une chaîne bien en cours auprès de l'Élysée, et après on mesure la réaction. Donc la fameuse histoire, c'est l'histoire de la dégressivité des allocations chômage. Là, nous avons l'exact et précis exemple de ce qui se fait de pire dans notre société d'aujourd'hui. Dans notre communiqué de presse hier, je pense, et c'est grave, que cette affaire nous annonce de noirs orages. Pourquoi ? Premièrement, la dégressivité des allocations chômage, sur le plan purement technique, j'ose même dire scientifique, ça ne fonctionne pas. Et ça a été mesuré. Je rappelle que ça existait dans le système français, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres systèmes, à cette époque-là, en Europe, et ça a été abandonné partout. Parce qu'il a été démontré que quand les allocations chômage sont dégressives, que quelqu'un est en période de recherche d'emploi, le fait d'avoir la crainte, c'est compliqué d'être au chômage. C'est dur d'être au chômage. Tout d'un coup, la tête se remplit de problèmes nouveaux. On n'a pas seulement perdu son emploi, on a, au jour où on s'est retrouvé au chômage, perdu 40% de sa rémunération. C'est l'ordre de grandeur. Je ne parle même pas de ceux qui, pendant 5 mois, auront eu 0 rémunération et auront consommé pour vivre l'allocation qu'ils auront touchée au moment du licenciement. Personne n'en parle de ça. De temps en temps, je le rappelle quand même. Mais mettons ça de côté. C'est dur. Il faut passer sa vie. Tout d'un coup, tout change. On n'était pas là dans la journée, on est là à la maison. Ça crée un certain nombre de problèmes. Et puis, il faut ajuster. Il faut ajuster son niveau de vie à cette perte de rémunération. Ça n'a l'air de rien, c'est pas si simple. Et ça occupe beaucoup de choses dans la tête. Ça nécessite du temps pour reprendre cet équilibre-là. Et puis quand on a repris cet équilibre, quand on est vraiment bien reparti dans la démarche de recherche d'emploi, eh bien bouf, au moment où on commence à être un peu stabilisé, on commence à reprendre de l'efficacité sur cette requalification, dégressivité, encore 30% de moins. Donc ça pousse les gens à la panique, la terreur, la peur du déclassement. Eh bien, ça pousse les gens à accepter un emploi qui ne correspond pas à leurs compétences et leur niveau de responsabilité. Et évidemment, il y a le déclassement individuel et il y a le déclassement collectif, parce qu'au moment où on accepte, on prend un emploi qui n'est pas dans sa qualification, on le prend à quelqu'un qui est moins qualifié que soi. Et par un effet rebond, c'est toute la chaîne de l'emploi qui se trouve d'une certaine façon dévalorisée. Et tout ça a été constaté par les chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur les régimes d'assurance chômage. Et oui, qui font des notes scientifiques, des publications, que j'ai moi-même communiquées aux membres du gouvernement et du cabinet, et qui n'ont probablement pas le niveau de les lire ni de les comprendre. Et c'est peut-être ça qui est grave. C'est un fait scientifique, la dégressivité ne fonctionne pas, elle crée de la précarité individuelle et collective. Au passage, et c'est mon deuxième point sur le sujet, dégressivité, une faute, une exploitation à l'envers de données. Le deuxième point, c'est l'argument. On démontre que ça ne marche pas, on me dit oui, mais il faut inciter au retour à l'emploi. Ah oui, bien sûr, il faut inciter au retour à l'emploi. Comment ? Alors, il va y avoir des moyens, je ne vais pas revenir beaucoup dessus. On nous dit qu'on va redévelopper des moyens pour Pôle emploi. OK ? Mais il y a un autre moyen, effectivement. On considère, par définition, que quelqu'un qui est privé d'emploi, finalement, recherche mollement grâce à son indemnisation. Dans le terme même de l'incitation au retour à l'emploi, qui vient durcir les conditions d'allocation, il y a le sens donné que les gens qui recherchent un emploi ne le font pas activement. C'est tout simplement une analyse syntaxique de la phrase. Or ça, là encore, c'est démenti par les faits, puisque les études, là encore, montrent que l'aléa moral, c'est-à-dire la capacité qu'a un système à générer
c'est chez un certain pourcentage d'individus à en profiter, entre guillemets, donc ça s'appelle l'aléa moral. Eh bien, l'aléa moral dans le système français est très faible. Il est plus faible que la moyenne européenne. Les spécialistes, les éditorialistes des chaînes en continu, je ne veux pas en citer ici, mais qui disent oui, qui comparent tout avec les systèmes européens. Ce sont des âmes qui n'y connaissent strictement rien. On compare avec le système anglais, comme si c'était une vertu en disant « Ah ah, les Anglais, ils n'ont rien du tout. Grâce à ça, il y a moins de chômage. » C'est faux. Et alors, est-ce que c'est bien? Premièrement, c'est faux. C'est faux parce que quand en Angleterre on est en chômage, eh bien de toute façon, l'ensemble des frais qu'on a par ailleurs, sur lesquels on est engagé et qui constituent le revenu, sont pris en charge par la collectivité. L'allocation qu'on vous donne, c'est une allocation pour manger. Et c'est tout. Tout le reste est pris en charge. Les transports, le remboursement des emprunts, les frais d'école pour les enfants, etc. Tout est pris en charge. Ah mais ça, on oublie de le dire. Et peu importe, on s'en fout. On ne peut pas en permanence se comparer avec tel ou tel en disant, parce que c'est l'objectif, eh bien il faut s'aligner toujours sur le minimum. Non, pas vrai. Au contraire, si notre système il est plus généreux que les autres, eh bien, proposons de l'étendre aux autres pays, après tout. Ça a toujours été un peu la vocation de la France, d'éclairer un petit peu les différents pays du monde. Pourquoi abandonner ce principe et toujours se focaliser sur ce qui se fait de plus dur et de moins bien dans les autres pays? Or, le sujet, il est là, effectivement. Pourquoi le système en France existe dans ces conditions-là? Un, il y a moins d'aléa morale, et deux, c'est le point du moment, 35 milliards d'euros de budget, 42% sont alimentés par les cotisations sur les cadres. Ce chiffre, maintenant, il est partout, tout le monde l'emploie, même mes collègues des autres syndicats, et c'est grâce à nous. C'est nous qui avons diffusé ce chiffre. C'est notre économie de la connaissance. Voilà. Ce chiffre-là, il existait quelque part dans un papier, et personne ne pensait à l'argumenter. 42% des ressources de l'assurance chômage viennent des cotisations et des contributions assises sur les salaires des cadres. Et seulement 15% des allocations vont au même public. Et faites la différence, 27% c'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros qui vont à la solidarité intercatégorielle. Et en fait, qu'est-ce qu'on redécouvre à cette occasion-là? On redécouvre une chose simple, qui va d'évidence. C'est que sans l'intervention des catégories les plus responsabilisées dans la société, dans les systèmes de solidarité collective, il n'y a pas de solidarité collective. Et donc, venir intervenir au double motif que plus l'allocation qu'on touche au chômage est importante, plus les gens restent. C'est dans le papier du gouvernement. C'est peut-être la plus grande honte de la communication gouvernementale. C'est travestir un fait scientifique qui est réel, à savoir effectivement que plus son revenu au chômage est élevé, plus c'est difficile de retrouver du travail. Mais c'est quand même assez facile à comprendre que quelqu'un qui se retrouve au chômage à 50 ans, 52 ans, qui avait un poste de directeur de recherche, de directeur commercial, de directeur des études, peu importe, ou de chef de service, et qui se retrouve privé d'emploi, eh bien il va mettre du temps pour retrouver un emploi. Le marché de l'emploi auquel il s'adresse est un marché beaucoup plus restreint. Et donc ce sera plus difficile et plus long pour lui de retrouver ce travail. C'est simple à comprendre. Il suffit de connaître les gens, de voir les yeux dans les yeux, d'avoir des témoignages, de constater ce qui se passe, de ce que c'est que la dureté de la réalité du chômage. Mais il suffira que le directeur de cabinet du ministère du Travail, ou peut-être même le Premier ministre, ait un ami qui connaît un ami qui connaît quelqu'un qui est au chômage et qui glandouille. Et donc on considérera que c'est toute la population qui est concernée. C'est la punition collective. C'est ce qu'il y a de plus grave dans une société. Vous savez, c'est ce professeur qui se retourne. Il y a 40 élèves dans la classe. Il y en a un qui siffle, il se retourne, il dit « Qui a sifflé ?» Personne ne se dénonce, il punit tout le monde. Voilà comment fonctionne le gouvernement. Et ça, c'est très grave. Et pour justifier cette politique, il nous sort ce chiffre et cette courbe et il l'interprète à l'envers. Et moi, je vous dis que quand un gouvernement qui utilise des chiffres, interprète des faits dont on peut considérer qu'ils ont une réalité scientifique, et qu'il les interprète à l'envers, qu'il ment sur la réalité scientifique des données, pour pouvoir pousser sa politique, alors effectivement c'est très grave pour la société. Et quand, pour finir, il invoque la justice sociale,
Là, je n'ai pas de mots pour décrire mon sentiment. Vous voyez, je vous parle, j'ai des frissons dans le dos. Et je pense que chacun d'entre vous a pu ressentir aussi le même frisson que j'ai dans le dos. Quand on attaque et qu'on réduit les droits de ceux qui ont, par leur contribution, par leur engagement, contribué à constituer des droits pour l'ensemble de la société. Et quand à ceux-là, on leur réduit leurs droits au nom de la justice sociale, j'estime que c'est une honte impardonnable.